Le sapin de Noël Sud Radio. Nous vous rappelons que vous pouvez gagner un cadeau, Perico. Oui, c'est le sapin de Noël de Sud Radio et l'émission La France dans tous ses états vous propose un lecteur de livres audio de la marque Prose. Prose, c'est le premier lecteur de livres audio simple, sans appli, sans écran, avec plus de 20 000 livres disponibles. C'est une véritable bibliothèque pour les enfants, bien sûr, pour qu'ils deviennent plus savants et plus intelligents. Il faut simplement envoyer SAPIN, S-A-P-I-N par SMS au 7 20 18 7 2 0 1 8 et on verra qui est l'heureux gagnant à la fin de l'émission. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Le face-à-face. Est-ce que notre pays manque d'enfants? Oui, on le sait. Est-ce que l'histoire de France et l'avenir de la France passe sur sa démographie, sur cette population qui est tellement amoureuse de son pays qu'elle veut transmettre de génération en génération cet amour de la patrie? Nous en discutons sereinement, mais avec inquiétude, avec Gabriel Cluzel, qui a fait de cette cause un enjeu militant et politique. Il faut faire des enfants. Alors il y a des théoriciens du no kids. Alors on prend un terme anglais, no kids. Yes kid. Voilà. Faisons des enfants. On a toujours connu des ministres de la famille et nous avons toujours su que dans les grands enjeux stratégiques, un pays qui ne fait plus d'enfants, eh bien commence à s'éteindre. Nous avons cette année atteint un seuil où il y aurait. C'est comme le commerce extérieur. Pour la première fois, on importe plus d'aliments qu'on en exporte. Et là, cette année, on aurait plus de gens qui s'en vont au ciel que ceux qui arrivent par la cigogne ou dans un chou. Merci Gabriel Cluzel d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes très engagé dans ce combat, même de façon idéologique, mais c'est une noble cause. Votre inquiétude est réelle ou non aujourd'hui? Oui, j'ai une réelle inquiétude. Alors pour moi, il y a deux sujets dans ce sujet. Il y a un sujet profondément intime. Pour moi, c'est une catastrophe intime, j'ose le dire. C'est-à-dire qu'on a convaincu, et là je parle des femmes, on a convaincu les femmes que cette expérience intime, finalement, elle ne devait pas la mener, qu'elle leur nuirait, que c'était leur maternité, leur potentialité maternelle était un fardeau qu'elles devaient déposer sur le bord de la route. D'ailleurs, vous savez, on apprend aux jeunes filles dès l'adolescence à traiter la fécondité comme une maladie chronique. On leur dit méfiez-vous de votre fécondité, comme le diabète ou l'hypertension. Et c'est pas neutre. Et puis il y a un drame collectif. Bah oui, il n'est de richesse que d'hommes. Vous savez cette expression qui est un lieu commun, mais les lieux communs, ils sont souvent devenus des lieux communs parce que tout le monde s'est dit ah bah oui c'est vrai. Et vous savez j'aime souvent parler de ce conte qui s'appelle le Petit Pousset. Vous savez la culture française. Bien sûr. Elle a son fond traditionnel de conte de Charles Perrault et le Petit Pousset. Ce sont des parents qui ont 7 enfants. Quand arrive le 7e, ils se disent on peut plus le nourrir, on va le lâcher dans la forêt. Eh bien c'est le 7e qui a l'intelligence de mettre des petits cailloux et mieux après être revenu à la maison d'enrichir toute la famille. Moi je crois à l'intelligence collective. Plus on sera de cerveau, plus on trouvera des solutions. Vous voyez, je ne suis pas pour Malthusienne. Gabriel Cluzel, cette réalité fut le quotidien de beaucoup de familles françaises durant des siècles. Au-delà de tant d'enfants, pas de bouche à nourrir, des enfants abandonnés, des tragédies. N'oublions pas la mortalité infantile. On faisait beaucoup d'enfants parce qu'on en gardait peu de vivants. C'était l'inverse de ce qu'on vit aujourd'hui. La Chine a été confrontée à ce problème. Un seul enfant aujourd'hui, alors qu'ils sont à plus d'1,5 milliard. C'est le paradoxe. S'ils refaitent des enfants, sans ça, on va avoir plus de vieux que de jeunes. La famille française aujourd'hui, c'est un symbole menacé. Si la démographie continue à baisser, on peut aboutir à quel genre de situation, de configuration? Écoutez, je crois que nous n'en sommes qu'à l'apéritif. Il faut se rendre compte de ça. Alors moi, je le dis beaucoup, je ne comprends pas qu'au moment de la réforme des retraites, on n'ait pas parlé de ce sujet-là. Parce que, évidemment, pour le paiement des retraites, la retraite, on va pas se mentir, la retraite par répartition. C'est clair que ça passe d'abord par la démographie. Ah ben voilà, sans enfants, c'est Madoff. C'est la pyramide de Ponzi. Les cotisants, il faut les faire. Les cotisants, il faut les fabriquer. Les cotisations servies aujourd'hui sont celles des enfants d'aujourd'hui. Donc demain, ceux qui seront cotisants, s'il n'y a plus d'enfants demain, il n'y aura plus de cotisations. Donc personne n'ose le dire. Personne n'a osé dire. Alors, bien sûr, Emmanuel Macron, il a parlé de réarmement démographique, mais en même temps, il a dit, enfin en tout cas par la voix d'un de ses conseillers sur une chaîne concurrente, je peux peut-être la nommer France Inter. Oui. Oui, mais il veut pas réduire les femmes à un ventre, comme si une mère était réduite à un ventre, comme si une mère se réduisait à son utérus. Et je trouve ça extrêmement grave, parce qu'en réalité... Si Sam avant avait dit ça, nous n'aurions pas le grand président de la République. Exactement, que deviendrions-nous?
vous imaginez. Et c'est vrai que je trouve ça très révélateur parce que en réalité, la maternité aujourd'hui est considérée par par le féminisme. D'ailleurs, je vais dire parce qu'aujourd'hui le féminisme est totalitaire. J'allais dire par un courant féministe, mais il n'y a pas de courant féministe. Tout le féminisme dit la maternité est un fardeau et considéré presque comme un vice, comme l'alcoolisme. Vous voyez, on plaint les mères parce que leur vie est difficile, mais il ne faut pas les encourager dans ce vice. Donc on s'est interdit de réfléchir à la question de la maternité. Voyez, je vais aller un peu plus loin que vous, parce que vous avez tout à l'heure comparé à des pathologies. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on n'est pas encore plus, j'allais dire, aberrant ? On a émancipé la femme, la cuisine, le ménage, c'est avilissant. Est-ce que faire des enfants, être maman, c'est pas la continuité d'un acte domestique humiliant que est le ménage, la cuisine? Eh ben, ne faites pas d'enfants, émancipez-vous. 68 continue à fonctionner à plein gaz. Vous avez raison, c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, on peut chiffrer ça, ou dater ça, à mai 68, même si en fait c'est une progression dans les années 60. Mais c'est vrai que mai 68 a prétendu libérer la femme de la maternité. On va pas se mentir, là aussi, elle a libéré surtout l'homme, en particulier, parce qu'on pouvait plus lui dire attention, je vais avoir un enfant. Oui. Ça aussi, c'est mais d'ailleurs, on peut le voir même dans la mode. Je trouve ça très intéressant parce que vous savez, avant 68, c'était un peu Brigitte Bardot, les décolletés pigeonnants. Après 68, c'était Jane Birkin, les corps plus androgynes. Donc on voit bien qu'on a valorisé la jeune fille sans enfant, mais on a réussi à faire croire à la mère que la maternité était une entrave qui l'empêcherait de courir plus loin et plus vite. Et on a éteint, et c'est surtout ça qui me paraît très très curieux et très très triste et très très puissant, cet instinct maternel. Vous savez, on n'a jamais dit que l'homme était autant que l'homme était près de l'animal. Il y a un instinct maternel, moi j'y crois à fond, cet instinct de potentialité maternelle. Tous les fils le savent, Gabriel, tous les fils et les filles le savent. On a réussi à l'éteindre chez beaucoup. Alors je sais pas, je voulais juste citer une amie institutrice qui me dit souvent cela, et je trouve ça très juste. Elle me dit, je ne comprends pas que mes petites filles de 5 ans là en maternelle, quand je leur demande qui veut être maman, elles lèvent toutes le doigt. À 25, il n'y a plus personne. Pourquoi je dis ça? Parce que les féministes ont l'habitude de dire, les féministes autoproclamées, moi aussi je suis féministe, je suis pas maso, je défends la cause des femmes, mais les féministes qui ont pignon sur rue disent que la maternité est un conditionnement. Moi je dis aujourd'hui que c'est la dénatalité, la dématernité, je sais pas comment appeler ça, qui est un conditionnement. On convainc les jeunes filles qu'il ne faut pas qu'elles soient mères. Et je vais vous dire, c'est une violence psychologique très forte. Ma compagne de studio, Maud Coffret, va vous poser une question. Gabriel Cluzel, cette façon très négative de voir à la fois la féminité d'une manière, parce que c'est une continuité, et la maternité, elle est très occidentale, non ? Elle est très occidentale, mais vous savez que l'Occident a le chic pour diffuser toutes ces merveilleuses idées. Donc il y a un certain nombre de pays qui sont eux aussi touchés. Mais vous avez raison de dire que c'est très occidental. Il y a des vraies questions qui se posent en Occident, sur la façon dont on regarde la mère. Vous savez, on parle de dénatalité, mais en fait, c'est le désamour, c'est la détestation de beaucoup de choses. On n'aime plus les mères. Je vous dis franchement, la figure maternelle, c'est la dernière qu'on peut moquer. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple très simple. Vipère au point a été le livre qu'on a fait lire pendant des années au collège d'Hervé Bazin, mais c'était la lecture obligatoire. C'est quand même une figure de la mère très particulière. Je dis pas qu'il y a des mauvaises mères, mais m'aider à tuer ses enfants. Néanmoins, c'est l'exception, pas la règle. La plupart des mères, l'immense majorité aiment ses enfants. On vient de découvrir aujourd'hui, vous en avez entendu parler, que c'était une fake news, en fait, pour parler en bon français. C'est-à-dire que la mère d'Hervé Bazin n'était pas la vilaine folcoche qu'on a dit, c'était Hervé Bazin qui était un mythomane. Et pire, elle a été même une très bonne mère parce qu'elle savait tout cela, mais pour pas détruire la carrière de son fils, elle a refusé de le dire. Donc elle s'est sacrifiée. Donc il y a la figure de la mère qui est toujours très abîmée. Vous pouvez regarder dans les films, on adore se moquer des mères de famille. C'est la dernière minorité qu'on peut opprimer. D'ailleurs, moi, on m'a refusé un appartement en me disant vous avez trop d'enfants. L'agence immobilière m'a dit le propriétaire a peur. Voilà, vous voyez, c'est quand même assez particulier. Et puis l'Occident ne s'aime plus. Je crois que c'est aussi une détestation collective. Pour se dupliquer, faut s'aimer. Vous voyez, pour se dire j'ai envie de mettre un pied dans l'éternité. Parce qu'un enfant, c'est ça, c'est mettre un pied dans l'éternité. C'est vraiment un déclin sur tous les fronts, en fait. Et voilà. Et en fait, l'Occident qui ne s'aime plus. Alors, je vais vous faire une comparaison évidemment terriblement excessive, mais il y a un petit quelque chose.
il y a un bouquin qui s'appelle Enfants de nazis, dans lequel l'auteur, alors Tania, je ne sais plus son nom de famille malheureusement, qui m'échappe, a expliqué que les enfants de nazis ne voulaient pas transmettre ce qu'ils avaient reçu, voilà, enfin leur matériel biologique. Je crois que l'Occident a été tellement culpabilisé, tellement, sur tous les plans. D'ailleurs, on peut faire en poupée russe, colonialiste, même on peut dire l'espèce humaine est culpabilisée parce qu'elle respire, c'est pas bon pour l'écologie. Eh bien, et ça, les autres pays l'entendent pas de cette façon-là. Eh bien, elle se dit, pourquoi je me reproduirais ? Pourquoi je me reproduirais ? Je ne mérite pas d'être dupliquée. Je crois que cette détestation, il y a d'autres détestations. Détestation de l'autorité. Il est un fait que les relations parents-enfants, c'est une relation d'autorité. Détestation de l'adulte. Vous venez vraiment adulte quand vous avez des enfants. Avant, moi, je veux dire, une femme de 45 ans peut s'imaginer que c'est une jeune fille de 18 tant qu'elle n'a pas d'enfant. Vous voyez ? C'est après que ça change. Je confirme. D'ailleurs, Maud est restée très jeune et très, très naïve avant qu'elle soit maman. Gabrielle Cluzel, bien sûr. Je suppose que vous ne généralisez pas, évidemment, que grâce au ciel, nous gardons de vraies mamans majoritaires dans ce pays, des femmes qui veulent avoir des enfants. Mais bien sûr, mais elles n'ont pas le droit à la parole. C'est vrai que ce phénomène se constate. Alors, il n'y a pas qu'une cause. Est-ce qu'il peut y avoir, une dénatalité, un dénatalisme sincère issu d'un vrai stress, d'une angoisse, et ensuite il peut y avoir une influence idéologique qui fait qu'on considère qu'effectivement aujourd'hui, pour une femme, faire des enfants, c'est rentrer dans un moule, dans un code et dans un cadre de soumission, et que l'émancipation de la femme passe par justement ce refus de materner. Alors, vous avez raison, c'est souvent multifactoriel. Moi, je ne veux pas qu'on s'arrête au simple, même si c'est important, au simple aspect économique. On va tout envisager. Voilà, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais je crois que l'aspect économique n'est pas suffisant parce qu'il y a eu d'autres périodes où les gens ont été beaucoup plus pauvres. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est de dire, est-ce que une mère devient soumise ? Moi, j'ai la vision tout inverse de la mère. Une mère, c'est surpuissante. D'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'au fur et à mesure que montaient ces théories sur la maternité aliénante, etc., il y avait Freud qui expliquait que la mère était surpuissante. Il disait, votre enfant va mal, c'est votre faute. Et c'est vrai que quand une mère indique le sud, c'est une boussole qui indique le sud, eh bien, les enfants vont mal. Quand la mère va mal, les enfants vont mal. Donc, une mère, au contraire, c'est une puissance, une toute puissance. Elle a besoin, d'ailleurs, c'est là qu'intervient le père, que le père lui dise, attends, t'es pas toute puissante avec tes enfants, et ils ont besoin de prendre leur envol, ça peut être aussi des grands-parents. Et donc, je crois que c'est très intéressant de le dire parce que les femmes ne le savent pas. C'est une expérience déjà sentimentale, affective, sensorielle, je ne sais pas comment l'expliquer, folle. Je vais plus loin, c'est presque une castration psychologique que l'on fait quand on dit aux filles « Ne soyez pas mère, surtout ne soyez pas mère, parce que ça va être terrible. » C'est quelqu'un en haut de la piste, si on lui dit « Ça va être magnifique, tu vas voir des paysages splendides », elle y va, elle se lance. Si on lui dit ça va être affreux, tu vas te casser une jambe, elle n'y va pas. Et c'est ce qu'on fait actuellement. Gabrielle Cluzel, on poursuit cet échange exaltant et passionnant dans quelques instants. Nous sommes avec Gabrielle Cluzel sur Sud Radio. On attend tout à l'heure la réaction de Maud Koffler qui va certainement nous donner deux autres auditeurs. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Vous êtes avec Perico Légas en compagnie de Gabrielle Cluzel qui défend la natalité et j'ai à mes côtés Maud Koffler aussi qui a des avis très précis sur la question. Nous avons l'appel d'un auditeur, Roland, qui nous appelle de Saint-Étienne. Bonjour Roland. Bonjour cher Perico, bonjour à tous. Roland, vous êtes père de famille ou pas encore ? Non, pas célibataire. Célibataire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Gabrielle Cluzel ? J'ai envie de dire à Gabrielle Cluzel que je comprends son combat pour la natalité, il est fort respectable et je pense qu'un pays qui a une perte démographique est un pays pour moi qui est voué quelque peu à l'échec et voire même à la disparition. Mais moi qui ai 30 ans, je n'ai pas forcément cette envie de fonder une famille, non pas que je n'aime pas les enfants, bien au contraire, mais quel avenir vais-je leur laisser ? Quand je vois déjà notre situation économique, notre situation sociale, notre situation civilisationnelle, je ne pense pas que mes enfants vont pouvoir être élevés malgré tout les valeurs que je pourrais leur donner, malgré l'éducation que je pourrais donner avec la future maman que je n'ai toujours pas trouvée d'ailleurs. Mais je ne vois toujours pas, je ne vois pas le bout du tunnel pour mes enfants et je n'ai pas envie, je n'ai pas envie qu'ils se sentent en perte de repères, en perte
en perte totale. Donc, je suis pas le seul à me poser la question, et peut-être que Gabriel Cluzel peut peut-être me faire changer d'avis, et j'espère d'ailleurs, parce que c'est un constat qui est dramatique, quoi. Roland, vous faites partie de ces jeunes avec un mariage potentiel, de ces jeunes parents potentiels. Vous avez peur tout simplement de l'avenir, vous avez peur du monde qui nous attend et dans lequel vous essayeriez des enfants aux côtés desquels vous ne trouveriez plus. Moi qui suis père de famille, je me pose la question régulièrement, mon Dieu, où les laisse-t-on ? Je comprends qu'il y ait cette inquiétude. Est-ce que pour autant, Gabriel Cluzel, il faut se résigner et baisser les bras ? Alors merci Roland, j'aime bien sa façon d'exprimer les choses, très sereine. Très sobrement, très sincère. Exactement, très sincère, et il n'expose pas ses convictions comme un dogme, mais c'est toujours Roland agréable. a 30 ans, il est jeune. Oui, il est tout jeune, il a la vie devant lui, alors j'ai envie de lui dire déjà que peut-être que quand il aura rencontré la femme de sa vie, il changera d'avis, parce que c'est vrai que rappelons quand même qu'il faut être deux pour avoir un enfant, et que c'est souvent l'autre jusqu'à qui... nouvel ordre, hein, Gabriel. Jusqu'à nouvel ordre, nous sommes d'accord. Oui, je dis quelque chose d'extrêmement réactionnaire. Pardonnez-moi. Avec l'intelligence artificielle, on peut avoir la naissance artificielle. On va faire plein de choses, mais pour le moment, c'est ainsi que ça se passe. Et moi, je repense à cette chanson de Joe Dassin, vous savez, à toi. Vous la connaissez, cette chanson? Il dit à l'enfant qui sera à la fois toi et moi. Donc c'est vrai que l'amour, disons-le, c'est un peu là aussi un lieu commun, mais c'est une vérité, vous pousse parfois à avoir des enfants. Et je pense notamment aux hommes, chez lesquels le désir d'enfant est peut-être moins fort que chez la femme. Ça aussi, c'est complètement réactionnaire de le dire, mais je l'assume. Par ailleurs, ce que je voudrais dire à Roland, c'est... pardon, je vais faire mon pape. N'ayez pas peur. Je pense que... Vous pouvez faire la papesse, ici, c'est pas interdit. Voilà, tout est possible. J'ai appris que les femmes pouvaient être cardinaux récemment, mais c'est un sujet. On en reparlera. Voilà. Et parce qu'on n'est pas obligé d'être prêtre pour être cardinal. Bref. Donc, Éminence. Je peux vous appeler Éminence? Vous pouvez m'appeler Éminence, ça me fera plaisir. Non, ce que je voulais dire, c'est que beaucoup d'époques, dans l'histoire de France, on puisse dire, mais c'est tragique. Enfin, je sais pas, je pense à la guerre de 100 ans, les épidémies de peste. Même après la guerre, c'était quand même pas joyeux, ce baby-boom qui s'est passé. En plus, dans un contexte économique compliqué, hein, les jeunes allaient vivre chez leurs parents. Il y a des tas de reportages là-dessus. Ils vivaient dans un 4 pièces à 2 familles. Mais néanmoins, ce qui a permis le sursaut, c'est précisément que ces gens se sont projetés dans des enfants. Vous savez, les enfants, ils vous forcent à sortir de votre morosité. Ils vous forcent à garder un cœur d'enfant. Ils vous gardent jeunes. C'est là que les gens se trompent. D'ailleurs, ils se disent, je vous disais tout à l'heure, tant qu'on n'a pas d'enfants, on peut se sentir pas adulte. Mais c'est un peu paradoxal ce que je dis, parce que par ailleurs, ils vous gardent une certaine jeunesse. Moi, je n'aurais pas mes enfants, je ne saurais absolument rien de ce qui se fait dans le monde des adolescents et dans les jeunes aujourd'hui. Rappelez combien vous en avez, Gabriel? 7. Moi, j'ai 7 enfants. Et c'est vrai que vraiment, si je pouvais convaincre Roland de cette idée que avoir des enfants, c'est le bonheur, eh bien, j'aurais gagné cette émission. Je crois qu'il ne faut pas trop réfléchir. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas trop réfléchir. Parce que si on réfléchit trop, on ne se lance pas. Et vous verrez, l'avenir sera beau. Je vous entends, ça dépend des parties du monde où on se trouve. Cela dit, vous avez aujourd'hui des parties de la planète qui vivent un véritable cauchemar, où la natalité se porte bien, et on se dit d'ailleurs c'est plutôt là où il faudrait la freiner, et nous, monde développé, avoir plus d'enfants. C'est terriblement égoïste ce que je dis, parce qu'on se dit cette surpopulation est aggravée par une démographie galopante auquel on ne peut pas fournir les moyens de survie, et nous qui sommes confis dans notre aisance, du coup est-ce qu'on va s'embêter à avoir des enfants? Il y a ce côté-là qui est tout à fait paradoxal. Oui, alors c'est vrai, vous avez raison, et même si nous avons lieu de nous inquiéter, nous vivons quand même dans un confort tout à fait clair par rapport à d'autres parties du monde. Mais je crois, moi, au contraire, que même ces pays très pauvres économiquement qui ont beaucoup d'enfants, eh bien, ce sera leur force. Parce que la démographie, c'est le destin, et ça s'est vu de tout temps. Alors, c'est compliqué de conjuguer les deux discours. Un discours intime, là, Roland, il parle de son cas personnel. Moi, évidemment, je veux forcer personne à avoir des enfants. Je suis pas là pour enrôler les gens pour avoir des enfants. Mais et encore une fois, il y a la dimension collective. Mais collectivement, c'est une richesse extrêmement forte. Quelquefois, je vais vous dire, par exemple, je me suis beaucoup intéressée aux chrétiens d'Orient. J'ai toujours été très surpris qu'ils aient très peu d'enfants. Voilà, ils ont très peu d'enfants parce que ils considèrent que pour élever des enfants, il faut peut-être pas en avoir beaucoup. Et je me dis, mais ça signe aussi leur disparition de certains coins du monde. Nous, si nous croyons en ce que nous sommes, si nous croyons aussi, parce que là aussi, vous allez me dire que je suis un peu politique, mais c'est vrai que c'est ce que je pense. Les vecteurs de civilisation, c'est les enfants. Et si vous aurez pu faire toute la cancel culture du monde, abattre les statues, brûler les bouquins, interdire aux profs de dire ceci ou cela.
là, ce que vous transmettez, les mœurs que vous transmettez dans l'intimité de votre cuisine à vos enfants, c'est une civilisation sur pattes. Donc moi, je vois beaucoup de gens, vous savez, on va pas se mentir, la France est un peu à droite en ce moment. Beaucoup de gens à droite, ils disent, il faut sauver la France qu'elle était. Écoutez, ayez des enfants et transmettez-leur cette France. Voilà, tout simplement. Gabriel Cluzel, quand vous avez la sensation, c'est peut-être un ressenti, comme dirait, que votre civilisation est en train de s'éteindre, que les valeurs auxquelles vous croyez, que les remparts auxquels vous êtes attachés, que la continuité qui a justifié votre vie est en train de disparaître, tout ça menuiser. Est-ce que vous avez envie de livrer à cet avenir incertain, peut-être angoissant pour certains, ce que vous avez de plus cher qui sont vos enfants? Est-ce que c'est pas un suicide civilisationnel? J'arrête là. Non, le suicide civilisationnel, oui, je pense que c'est de ne pas avoir d'enfants, parce qu'encore une fois, répondez bien à ma question. Je vous ai posé. Je réponds à votre question. Je suis sûr que Roland il est partage cet avis. On n'a pas envie de continuer dans ce monde-là. J'ai pas envie de transmettre. Moi, ça y est, c'est fait. Mais que des gens vous disent, je n'ai pas envie de livrer ma progéniture, mais la vous chair de ma chair. trouvez qu'il est si terrible, ce monde-là? Non, mais pardon, regardez, ouvrez les yeux, comparez avec d'autres moments de l'histoire de France. Ce qu'il risque de devenir. Mais vous ne savez pas. Dieu merci, rien n'est écrit, personne n'est Madame Irma. Et peut-être que le monde changera parce que celui que vous aurez mis au monde permettra qu'il change. Vous savez, c'est une désespérance que je sens au cœur de chacun. Au lieu de parier sur l'avenir, on parie sur le non-avenir. C'est absolument terrible. Je crois surtout qu'il y a un état d'esprit aujourd'hui occidental qui est, vous avez parlé de suicide, mais qui est suicidaire. Ne soyons pas collectivement prêts à nous jeter dans le ravin. Nous ne savons pas de quoi demain est fait. Encore une fois, il y a eu des périodes dans l'histoire de France bien plus tragiques, bien plus tragiques que celle-ci. Nous sommes quand même des enfants gâtés par rapport à d'autres coins du monde. Donc, refuser à des enfants de naître parce que nous présupposons que cet avenir pourrait ne pas être rose, je pense que c'est profondément en fait égoïste et peut-être une tentative démiurgique. Vous voyez, on se dit voilà, je vais être comme Dieu, Dieu crée, nous allons faire le contraire, nous allons déprocréer, décider que l'avenir sera sombre, donc nous ne procréerons pas. Moi, je parie sur l'inverse. Voilà. Alors, vous pariez sur l'inverse. Faut-il encore se donner les moyens d'espérer? Vous savez qu'il y a des annonces environnementales, climatiques, démographiques, qui incitent plutôt à la prudence. On sait qu'au-delà d'un certain nombre de surpopulations, il pourrait y avoir des cataclysmes, des effets sur notre planète, qui fait qu'on est prudent. On va en discuter. Je vous laisse réfléchir à cette interpellation, Gabriel Cluzel, et on se retrouve dans quelques instants. Voilà. Et puis n'oubliez pas que les fêtes de Noël approchent et qu'il y a un cadeau à gagner, hein, surtout sur le sapin de Noël. Donc envoyez votre message. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Nous sommes sur Sud Radio avec Perico Légas qui reçoit Gabriel Cluzel, à mes côtés Maude Cofflet. Gabriel Cluzel, nous ne divergeons pas, mais nous discutons j'allais dire, à cœur ouvert sur cette problème de démographie, de natalité, de dénatalité. Est-ce qu'il faut faire des enfants? Il y en a de plus en plus qui ne veulent plus, ils veulent plus en avoir. Est-ce que le paradoxe n'est pas aussi que dans j'allais dire, les mouvements plutôt conservateurs qui nous annoncent l'apocalypse, qui nous parlent de grands remplacements, d'insécurité permanente, de violence, et puis du côté des environnementalistes, la planète va devenir un cauchemar, un enfer, au-delà de 10 milliards, ça va être absolument apocalyptique parce qu'on pourra pas habiter tous ensemble. C'est vrai qu'on a des éléments concrets pour se dire, mais moi je prends pas le risque de faire des enfants. Vous dites il faut surmonter ces craintes parce que le pire n'est pas toujours sûr. Pour autant, mettez-vous à la place aujourd'hui d'un jeune couple de 25-30 ans, précarité de l'emploi, ils sont peut-être pas propriétaires, ils savent pas dans quelle situation cette société dont on l'entend tous les matins en se réveillant, en écoutant les médias que tout va mal. Est-ce qu'on est porté à faire des enfants dans un monde aussi violent, aussi incertain et aussi trouble? Alors, si vous voulez, on peut faire un petit peu le tour de tous les arguments, et faire une typologie des arguments utilisés. Mais vous avez infiniment raison. Ça y est. Mais... Oui. Alors, si j'avais à en faire, c'est vrai, je me poserais peut-être la question. Ah oui, c'est vrai. Je sais pas. Écoutez, moi, je ne suis pas d'accord avec cela. Je pense justement que ceux qui parlent, vous avez cité ce mot-là de grand remplacement, s'ils veulent pas être grand remplacés, il faut qu'ils restent à leur place. Soyons cohérents. L'équation est très claire. Voilà, pour être remplacé, il faut être remplaçable. Vous savez, c'est utilisable dans cette formule pour beaucoup d'adjectifs.
Alors le premier argument qu'on entend, c'est économique. Alors il faut savoir le battage médiatique qui est autour de ça. Au printemps dernier, on nous expliquait qu'un enfant jusqu'à 25 ans coûtait le prix d'un pavillon de banlieue, 250 000 €. Vous voyez, moi j'ai 7 enfants, j'ai perdu 7 maisons, c'est quand même bête, mais qu'est-ce que j'aurais fait de mes 7 maisons? Je l'aurais arpenté seule, sans mes enfants. Vous voyez, Si l'humanité a fait ce calcul à chaque fois, on serait 15 sur la planète. Exactement, et encore, voilà. Donc ça, ce calcul économique est selon moi absurde, et pourtant il est récurrent. Il y a un argument physique. On dit aux femmes, vous allez détruire votre corps. Récemment, j'ai entendu un reportage surréaliste, je ne citerai pas le média, mais des jeunes femmes disaient, depuis que j'ai un enfant, ma vie est foutue. Alors déjà, je ne sais pas où elles les ont trouvées, bon, mais passons. Et puis, ils disaient ensuite, ça va vous rendre, non mais je ne plaisante pas, vous allez perdre les cheveux. Alors c'est vrai, il y a des phénomènes transitoires qui peuvent arriver, je ne sais pas, moi, il paraît que ça peut être le cas. Poids, éventuellement. Voilà, et vous allez être incontinente. Alors, incontinente, je peux pas le prouver, mais vous remarquerez que je suis pas chauve. Bon, donc, vous voyez tous ces arguments absolument sots. Alors, on peut se dire tout, personne nous écoute là. Je peux être un peu provocatrice. On parle entre nous. Voilà, complètement entre nous. Gabriel, le thème de cette radio, c'est Parlons vrai. Voilà, alors je vais parler vrai, comme je le dirais à quelqu'un à table. Prenons 2 personnages publics très connus qui ont la même nationalité. Ursula von der Leyen, 7 enfants. Angela Merkel, pas d'enfants. Est-ce que vraiment vous pensez que l'une est plus belle que l'autre parce qu'elle n'a pas eu d'enfants? Non. Vous voyez, malheureusement, c'est le vieillissement qui fait... On ne restera pas une jeune fille de 15 ans toute sa vie, il faut se le mettre dans la tête, même en ayant des enfants. Donc on voit bien que tous ces arguments sont assez absurdes. Elles ont fait du mal à l'Europe, paradoxalement, toutes les deux de la même façon. Hein, Oui, c'est pour ça que je n'ai pas de préférence particulière pour l'une ni pour l'autre, mais simplement c'était un constat qu'on m'autorisera, puisque cet argument physique est souvent utilisé. L'autre argument, donc ça c'est économique, physique, intellectuel, c'est-à-dire qu'on vous dit en gros, quand vous êtes une femme, vous devez choisir entre votre cerveau et votre utérus. Ça date de Simone de Beauvoir, de Virginia Woolf. Elles ont décrété qu'une femme, si elle voulait être intelligente, avoir des activités intellectuelles, il ne fallait pas qu'elle ait d'enfants. Moi je me souviens de même Benoît de Groult, elle s'excusait, elle disait je suis désolée, j'ai des enfants, alors que je sais qu'il faut tuer la fédulogie qui en soi, c'était quand même... Il y avait que Marguerite Duras qui avait perdu un enfant mort-né, qui en comprenait le prix et qui disait mais ne pas avoir d'enfant. Ça veut dire, Gabriel Cluzel, que vous renvoyez le livre Le Deuxième Sexe totalement en totalité, ou vous en prenez un petit peu? Non, mais comme tous les auteurs intelligents, il y a une partie du livre qui n'est pas inintéressante. Ce que je veux dire, c'est, et comme tous les gens intelligents, Simone de Beauvoir a un peu théorisé sa vie personnelle. Vous avez remarqué ça chez les gens intelligents? Ah oui, ils font d'une théorie générale leur cas personnel. C'est le principe en général. Voilà, et vous savez, il y a une jeune étudiante qui la connaissait bien, qui a écrit un livre qui s'appelle Le mémoire d'une jeune fille dérangée, et qui disait, Simone de Beauvoir, j'ai relu 3 fois la phrase, avait une haine viscérale des enfants. Voilà. Bon, je ne veux pas faire de la psychologie de comptoir, mais on sait dans son livre Une mort si douce qu'elle avait un problème relationnel avec sa mère. Enfin bon, qu'elle méprisait. Elle aussi. Bref, voilà. Mais donc cette idée a été instillée qu'il fallait choisir entre les deux. Ce qui était quand même gonflé, parce que je vais vous citer 2 auteurs qui quand même sont restés pérennes dans la littérature française, qu'on connaît encore aujourd'hui, et qui ont été auteurs, écrivains célèbres, non pas malgré leurs enfants, mais grâce à leurs enfants. C'est Madame de Sévigné. Elle n'aurait pas eu de fille, elle n'aurait jamais écrit. Et la comtesse de Ségur. Voilà. Donc ces 2-là, c'est des mères qui avaient un cerveau, de toute évidence. Bon, il n'y a pas qu'elle, évidemment, mais je cite celui-ci parce qu'en matière de littérature, et Simone de Beauvoir était écrivain aussi, eh bien, c'est intéressant. Donc, on leur dit intellectuellement, vous n'arriverez pas à vous épanouir si vous avez des enfants. Donc cette antinomie, alors que je crois qu'on est fausse, parce que je crois au contraire qu'on gagne en intelligence supplémentaire. Vous voyez, pour moi, la mère est une femme augmentée, une intelligence humaine, parce qu'on manie la patte humaine. Les enfants, c'est pas une science exacte, vous voyez. Et donc, ça apporte beaucoup. Et dernier point, c'est écologique, c'est-à-dire qu'on leur dit vous allez détruire la planète. Alors ça, je trouve ça très pervers, parce qu'on passe son temps à dire aux femmes ne vous laissez pas avoir par la société qui veut vous dire d'avoir des enfants pour la société, soyez un peu égoïste, pensez à vous, n'ayez pas d'enfants. Et maintenant on leur dit soyez altruiste, pensez à la planète, sacrifiez votre désir d'enfant. Et il faut pas croire que cette dénatalité liée à l'écologie est un délire de bobos parisiens. Moi j'ai rencontré des tas de gens à la campagne qui me disaient, qui en souffraient beaucoup d'ailleurs, qui me disaient moi ma fille ne veut pas d'enfants pour la planète. Je me dis c'est quoi cette planète? Avant on appelait la Terre
l'environnement. Mais c'est pas neutre, parce que l'environnement, comme c'est fait pour environner, comme le chef, c'est fait pour cheffer. Oui. Donc il y avait l'homme au centre. Maintenant, c'est Gaïa, qui est comme toutes les déesses antiques, on a besoin de lui offrir des sacrifices d'enfants. Là, on leur offre des potentialités maternelles. Et moi, ça me choque profondément. Et je vois bien que c'est tordu comme argument, parce que regardez un Yves Cochet. Vous le connaissez, Yves Cochet? Bien sûr. Voilà, bien sûr. un ancien ponte d'Europe Écologie Les Verts, qui a écrit beaucoup de bouquins avec Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau, d'ailleurs, qui est dénataliste, croyante, mais pas pratiquante, parce qu'elle a même des enfants. Il s'est retiré en Bretagne et il vit à l'état naturel totalement. Ah, je ne savais pas, vous m'apprenez beaucoup de choses. Mais je me souviens d'une tribune, je crois, dans l'Obs, où il expliquait que les Occidentaux ne devaient pas avoir d'enfants, mais accueillir les enfants des autres, qu'il y en avait beaucoup. Alors, je ne vois pas en quoi ils respirent autant, les enfants des autres. Pourquoi ils pollueraient moins les enfants des migrants ou je ne sais quoi. Donc, si vous voulez, on voit bien que derrière, il y a cette idée que les Occidentaux ne doivent plus avoir d'enfants. Et d'ailleurs, c'est chez les Occidentaux, ça rejoint le propos de Maud Koffler, que ces thèses écologistes sévissent. Dernier point, il y a souvent des femmes politiques qui sont dénatalistes et qui expliquent elles-mêmes dans les journaux People que leurs enfants les ont beaucoup aidés, les ont sauvés. Et je me permets de le dire parce que c'est public quand c'est dit dans un journal, et c'est le cas de Sandrine Rousseau. Elle dit, moi, c'est mes enfants qui m'ont porté, qui m'ont soutenu quand j'étais dans la difficulté. Donc moi, je trouve ça parfait. J'ai trouvé ses propos très touchants. Elle a expliqué ça dans un média qui s'appelle, je crois, Reporter. Mais alors, et aussi dans un autre média People, celui-ci. Mais alors, pourquoi elle prive les autres femmes de cette joie en les enjoignant à ne pas avoir d'enfants? Maud Koffler, vous êtes incitée à fonder une famille maintenant? Non, alors moi j'ai changé d'avis à peu près 15 fois depuis le début de l'émission, je pense. Donc au départ, c'est très bon signe. Mais oui, c'est comme bon ça que ça signe. progresse. Il y a que les cons qui changent pas d'avis. Hein. À l'origine, je ne veux pas d'enfants. Je grandis comme ça. Sur quel principe, Maud? Parce que la peur, je pense, de l'avenir, hein, mais qui est d'abord une peur personnelle et donc que je voudrais pas transmettre à mes enfants. Et puis la peur aussi de voir ce monde effectivement complètement bouleversé. En même temps, je suis pas environnementaliste, donc j'ai pas cette crainte de polluer la planète plus que nous, etc. J'ai plutôt une fibre assez identitaire, donc attachée à la démocratie occidentale, à la démographie occidentale française. Donc pour que cette identité perdure, ma chère Maud, ça serait bien de créer des successeurs. Merci de parler à ma place. La logique voudrait que j'ai des enfants. Donc il y a cette espèce d'ambiguïté et j'arrive pas à me positionner en fait. Donc je pense que la vérité c'est que, comme Roland tout à l'heure, en rencontrant sans doute la bonne personne, j'imagine que ça a un impact et que ça tranquillise un peu d'une certaine manière. Je vous vois grimacer. Si vous rencontrez un papa, parce que imaginez que vous rencontriez un papa formidable. Mais c'est ça, mais je pense que ça passe beaucoup par là. Je pense que ça passe beaucoup par là et qu'il y a une forme aussi de comment dire ça. C'est un peu égoïste aussi de ne pas en vouloir, j'imagine, des enfants. Enfin, vous voyez, donc je suis complètement paumée, donc je sais pas comment réfléchir à cette question. Est-ce que le cas de la patiente Koffler est un cas qui vous intéresse? Écoutez, je pense, mais ne le prenez pas mal, mais que Maud est un peu victime du bourrage de crâne, je le dis, qui est fait actuellement et qui, encore une fois, dénigre la maternité. Aujourd'hui, vous vantez les joies de la maternité, ce qui aurait été une évidence autrefois, autant dire que l'eau mouillée, hein, eh bien, aujourd'hui, est réputé crypto-pétainiste, vous voyez. Oui, donc, on n'a plus le droit de le dire. Moi, je vous le dis, il y a une immense majorité des femmes qui sont heureuses. Moi, je n'en ai pas rencontré une seule qui regrettait d'avoir un enfant. C'est une grossesse, ça peut inquiéter, ça peut angoisser, on peut se dire, tiens, ça tombe pas au bon moment. Mais j'en ai pas vu une seule, j'en ai pas rencontré une seule qui me dise 10 ans après, 20 ans après, 30 ans après, je regrette. Le malheur, c'est de perdre un enfant, pas d'en avoir un. Et je crois qu'il faut quand même le répéter. Je vais vous citer un exemple qui m'a aussi beaucoup frappé. C'est que j'ai rencontré, je le raconte dans mon livre parce que je crois que c'est un des exemples qui m'a le plus touché et du reste des femmes m'ont écrit depuis. C'est que je faisais un reportage sur, c'est un peu compliqué de vous expliquer, mais sur les familles dans l'armée qui n'étaient pas prévenues avant que l'armée réforme ça et qui étaient prévenues par les réseaux sociaux que leur enfant était mort. Vous vous souvenez, les soldats? Bien sûr. Voilà, depuis, il y a une bulle de silence. Enfin, ils ont compris que arrivé avec le colonel avec ses gants blancs et beurre frais. Et avant, les parents avaient déjà été prévenus par les réseaux sociaux, ce qui était tragique. Donc, j'allais interroger une dame très modeste dans un logement social et qui avait perdu son enfant et qui l'avait su par les réseaux sociaux. Et puis, je voyais, il y avait les photos, vous savez, des photos de classe avec l'enfant bien peigné, vous voyez, sur fond bleu là. Tout à fait. Et il avait les mêmes beaux yeux magnifiques que sa mère. Et je me suis dit, mais mon Dieu, cette idée m'a traversée. Je me dis, elle doit tellement souffrir, c'est son seul enfant, elle est seule. Est-ce qu'il aurait mieux pas valu qu'elle en ait pas pour souffrir autant avec un enfant de 20 ans? Eh ben, je sais pas s'il y a eu une télépathie. Elle m'a répondu sans que je lui pose la question. Elle m'a dit, je suis quand même heureuse de ces 20 ans passés avec lui. Je vais vous dire, elle voulait absolument me donner une photo. Je voulais une photo, mais moi je croyais qu'elle allait me l'envoyer par mail. Elle m'a donné une grande photo. C'est toujours dans un placard. Quand j'ouvre le placard, je le vois. Témoignage très, très intéressant. Et il y a d'autres femmes qui m'ont écrit pour me dire ça. On continue cette conversation juste après.
après. Vous êtes sur Sud Radio avec Perico Légas qui reçoit Gabriel Cluzel et nous parlons natalité, la bonne raison de faire des enfants en France. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Vous êtes avec Perico Légas sur Sud Radio qui reçoit Gabriel Cluzel. On a un débat assez conciliant, mais quand même avec des inquiétudes et des interrogations sur le fait qu'il faille avoir des enfants. Vous disiez à l'instant, Gabriel Cluzel, vous témoignez cette maman qui était hésitante. Finalement, elle est convaincue qu'il faut avoir des enfants. Elle en a et elle vous dit, c'est un instant formidable de ma vie. Oui, alors là en l'occurrence c'est après la perte d'un enfant, donc elle pourrait se dire tiens si je l'avais pas eu, je n'aurais pas souffert, parce que je crois que dans la peur d'avoir des enfants, il y a la peur de se créer un talon d'Achille. Vous savez, nous sommes un monde qui veut tout maîtriser, et c'est vrai qu'une fois que vous avez un enfant, vous avez peur pour lui, mais c'est terrible, vous avez plus peur pour lui que pour vous. C'est-à-dire moi quand j'entends une ambulance dans la rue, je me dis mais c'est forcément mon enfant à vélo qui a été renversé. Vous créez une inquiétude, et je pense jusqu'à la fin de vos jours. Donc c'est vrai qu'il faut accepter ce risque. On parlait de détestation, c'est aussi la détestation du risque. Mais vous voyez, c'est Dostoïevski, je crois, qui disait souffrir, c'est toujours vivre. Bah oui, c'est vivre des émotions intenses. Non, mais c'est fou de refuser de vivre par peur de potentiellement souffrir. Avoir des enfants, c'est vivre intensément. Et encore une fois, je le dis à toutes les jeunes femmes qui nous écoutent, c'est une expérience que ne connaîtront pas les hommes. On a beau parler d'hommes enceints, c'est qu'on ne raconte pas des blagues. Vous parlez de la gestation, bien sûr. Ah oui, mais c'est merveilleux. C'est absolument merveilleux. Enfin, c'est aussi une source d'inquiétude, c'est aussi une source de fatigue, mais c'est une expérience absolument formidable. Les femmes peuvent aller sur le terrain des hommes pour tout. Je pense à Caroline Aigle, vous voyez, qui a été pilote de chasse, qui était pressentie pour aller dans la Lune, enfin polytechnicienne. Elle fait tous les terrains de combat qui sont habituellement ou traditionnellement plutôt pour les hommes. Mais elle a vécu deux grossesses avant de mourir. Et ben je me dis, ce terrain-là, il y a quel seul qui l'a occupé. Voilà, quel seul. Alors cette spécificité, on est en train finalement de l'arracher aux femmes. On a commencé par leur dire que c'était sans intérêt, et d'ailleurs maintenant on commence à parler d'hommes enceints, mais c'est terrible de leur enlever cette prérogative. Et par ailleurs, je voulais parler de ce livre, parce qu'il faut quand même que j'explique pourquoi ce livre s'appelle Yes Kids. C'est une réponse au livre No Kids. Ben oui, bien sûr, c'est pour ça que vous n'avez pas un titre anglais, c'est pas que voilà, vous êtes, d'ailleurs le livre, le contenu n'est pas en anglais, j'aurais été incapable de l'écrire en anglais, je rassure les auditeurs. Mais le livre No Kids est un tissu de fake news, notamment parce qu'il vous fait croire que votre enfant va rester à 2 ans toute sa vie. Mais heureusement, ou pas d'ailleurs, c'est triste, parce que parfois, quand ils sont des grands dadais, on regrette les enfants de 2 ans, mais c'est vrai que c'est très prenant, un enfant de 2 ans. Et elle vous explique notamment, je cite souvent cet exemple parce qu'il me paraît frappant, elle vous dit, c'est dans un chapitre qui s'appelle le dîner de con, c'est le dîner de con permanent. C'est-à-dire qu'elle vous dit, c'est sûr, vous dînez avec un enfant de 2 ans, vous parlez pas d'Aristote et Platon, c'est tenté que vous parliez d'Aristote et Platon quand vous dînez avec des adultes, mais vous êtes entre le petit Suisse et la banane écrasée. Mais quand l'enfant grandit, quand il devient adolescent, et vous qui avez 4 enfants, vous le savez, oui. C'est-à-dire que, c'est quoi l'éducation ? Au début, il est comme une éponge, il prend tout, puis après, il commence à déconstruire pour se le réapproprier. Oui. Donc il passe tout au filtre de son intelligence et de sa cohérence. Vous remarquerez, Gabriel Cluzel, que ces gens qui vous disent No Kids sont souvent ceux qui, dans une culture pédagogique scolaire, disent c'est à l'adulte à apprendre de l'enfant, c'est l'enfant qui est roi, c'est extraordinaire. Donc ils vous disent c'est un crétin avec lequel on s'ennuie profondément. Par contre au niveau scolaire, il faut évidemment que l'enfant soit roi. C'est quand même assez contradictoire. Oui, vous avez raison, c'est marrant. Alors très juste, j'y avais pas pensé, je la ressortirai celle-là. C'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. C'est drôle. Et donc si vous voulez, quand il grandit, c'est plus le dîner de con, ou le con c'est vous, parce qu'il passe son temps à vous dire mais tu t'as dit ça, mais tu fais ça. Il vous comment dire, plonge dans vos incohérences. Donc, ils le font très bien. Hein. Je peux vous faire des témoignages là-dessus, surtout de ma fille qui fait ma rééducation. Et heureusement, sans ça, je serais totalement perdu. Oui, mais ça vous permet d'aiguiser votre argumentaire. On peut vivre ça comme ça. C'est pas idiot ce qu'elle dit. Ça remet en cause. Ah bah oui, c'est un procureur, un petit bouton sur le front et appareil dentaire, et ils sont très forts. Vous connaissez Aldo Naouri, bien sûr. C'est pas forcément votre référence, Aldo Naouri. Qui donc ? Oui, mais il y a des. C'est très intéressant. Et qui disait à une maman qui disait, elle s'inquiétait de l'influence du père qui aurait été dominant à celui de la mère. Et il disait avec sa voix, vous inquiétez pas, la mère est là pour tout rattraper. Autrement dit, cette hérédité maternelle est quand même dominante chez un être humain, plus que la paternelle. Moi, j'aime beaucoup cette phrase de Romain Gary, que vous connaissez sans doute. Il y a 2 phrases que j'aime sur la mère, si vous me permettez de les... C'est Romain Gary qui dit la vie vous fait une promesse à l'aube par votre mère qu'elle ne tiendra jamais. Oui. Et c'est vrai que c'est beau. Et cet amour inconditionnel de la mère, c'est vrai, c'est une promesse que personne
personne d'autre ne peut tenir. Et puis, je crois que c'est Freud. Pourtant, ça fait 2 fois que je parle de Freud. Pourtant, c'est pas tout forcément ma tasse de thé. Mais voilà. Mais qui dit... Il a un rôle à jouer quand même dans cette, voilà, dans cette scolastique, justement. Exactement, dans cette scolastique, comme c'est joliment dit. Et il a dit, les fils qui sont aimés par leur mère seront des conquistadors. Vous voyez, le rôle de la mère, le poids de la mère. Là, c'est Noël. Le grand prêtre de Noël, c'est la mère, je tiens à le dire. Oui, on s'en serait passé quelquefois dans l'histoire, soit les fils des aimés qui sont devenus des dictateurs épouvantables, soit trop aimés. Ils sont devenus égocentriques, c'est vrai aussi. Et mégalomanes. Vous pensez pas qu'au départ, pour remettre un petit peu la charrue après les bœufs, la notion de famille est également très importante. Là, vous parlez de la femme, voilà, créatrice de vie et transmetteuse de cette énergie de la civilisation. Dévaloriser la famille peut aussi participer à, une démotivation de procréation. Mais là aussi, le mot famille est complètement démonétisé. C'est un marqueur réactionnaire terrible. Aujourd'hui, évidemment, Vichy l'avait mis dans travail, famille, patrie. Donc le travail, c'est dégueulasse. Vichy, la famille et la patrie. On n'a pas arrêté de travailler parce qu'il y avait travail dans travail, famille, patrie. Vous voyez, bon. Et c'est vrai que François Hollande avait créé un ministère des familles, mais en fait c'est un ministère des familles privatif, parce que la famille a été largement détricotée. Il est le premier à s'y être attaqué, François Hollande. Exactement. Fiscalement, c'est lui qui a porté le premier préjudice. Exactement. Et alors il essaie de trouver des parades aujourd'hui, mais les courbes parlent contre lui, je devrais plutôt, c'est que cette modulation des allocations familiales, on trouve toujours un joli mot, en fait c'est ce conditionnement aux ressources des allocations familiales a entamé la courbe décroissante de la natalité, même si encore une fois l'argument économique ne fait pas tout, parce que je crois que quand on a un fort désir d'enfant, il est là. Alors vous avez raison de parler de la famille, et puis c'est vrai que dans ce monde où tout bouge, tout fluctue, vous vivez avec quelqu'un, vous n'avez pas d'enfant, vous vous séparez, il n'y a plus rien. Quand vous avez un enfant, c'est quand même la statue du commandaire de témoin de vos amours passés. Vous voyez, il est gravé dans le marbre. Oui. Donc c'est vrai que à partir du moment où les familles sont fragilisées, voire n'existent plus, l'enfant, c'est un peu l'empêcheur de tourner en rond. Vous avez des enfants terribles qui pourrissent la vie des parents, mais c'est la loi du genre. Et vous avez des parents épouvantables qui auront martyrisé. Bien sûr, ça n'est pas un argument suffisant pour renoncer. Et on approche de Noël, on a envie de dire aux familles, il manque quelqu'un dans la crèche, dans votre crèche de votre vie. Ça. Alors l'âne et le bœuf, on en parle beaucoup en ce moment, surtout le bœuf qui est un des problèmes, l'âne aussi. L'âne, on en a aussi a les écologistes, voilà, mais ce symbole de la crèche merveilleux qui est un symbole de fête. Alors, donc est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'on peut avoir espoir de faire le Messie est-ce que si on dit est-ce qu'il y en avait un Messie qui venait nous sauver, il faut faire des enfants pour qu'il y ait un Messie. Chaque enfant est un petit Messie. Envie de dire. Et puis, encore une fois, c'est ce que je vous disais, peut-être que ça boucle avec le début de l'émission, c'est-à-dire que plus c'est statistique, plus on multiplie les enfants, plus la chance d'avoir un Beethoven, vous connaissez l'histoire, il avait il aurait eu 1000 raisons de... Attention, bien ils ont eu des mamans les deux. Mais vous voyez bien quelle puissance de l'intelligence. Moi, je crois que on a eu un camp progressiste, pour parler vite fait, qui était contre Dieu, mais profondément, ou en tout cas qui se disait profondément humaniste. Je crois qu'il ne croit plus en l'homme. Moi, en tout cas, ce que je voulais dire en cette veille de Noël, c'est que avoir des enfants à Noël, mais c'est une bénédiction. Justement, vous gardez votre cœur d'enfant. Je pense aussi à tous ceux qui n'ont pas d'enfants. C'est pour ça que mon sujet est toujours un peu délicat, parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas d'enfants et qui ne l'ont pas souhaité. C'est les aléas de la vie. C'est la vie qui est ainsi. Donc, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie. Mais un Noël avec des enfants, c'est un petit Jésus en culotte de velours. Gabrielle Cluzel, merci pour ce message qui va, j'allais dire, fleurir la nativité, que l'on croit ou que l'on ne croit pas. Exactement. La naissance des enfants, c'est toujours quelque chose de sublime. Et j'espère que tous ceux qui nous écoutent et qui avaient décidé de ne pas avoir d'enfants pourront peut-être autour de ces fêtes, de ces fêtes de fin d'année, on a besoin d'amour. Exactement. On a besoin de convivialité, de partage, de fraternité. Il n'y a pas d'amour et de partage sans fraternité, sans autrui. Et plus nous serons nombreux sur cette planète à nous aimer, mieux nous nous porterons. Donc que votre message soit reçu. On ne condamne pas ceux qui sont résignés à ne pas en avoir, mais en tout cas que ceux qui veulent faire des enfants, n'hésite pas. N'hésite pas. Ça fera du bien à eux, à la famille, à la patrie, à la terre. Vive les enfants, vive la vie, vive la famille. Merci Gabrielle Cluzel. Merci.